Bonjour, bienvenue sur Destin extraordinaire. Le 24 novembre 1971, un homme entre dans un aéroport de Portland, dans l'Oregon. Il n'attire pratiquement aucun regard. Il porte un costume sombre, une chemise blanche et une cravate noire. Il semble avoir une quarantaine d'années. Il achète en espèces un billet simple pour Seattle. Sur le billet, il donne un nom, Dan Cooper. Quelques heures plus tard, cet homme va devenir l'auteur de l'un des détournements d'avion les plus extraordinaires de l'histoire américaine. Il va prendre le contrôle d'un avion de ligne, réclamer 200 000 dollars, obtenir 4 parachutes, faire libérer les passagers, puis, en pleine nuit, quelque part au-dessus des forêts du nord-ouest des États-Unis, il va ouvrir l'arrière de l'appareil et sauter, avec la rançon. Personne ne le reverra jamais avec certitude, ni vivant, ni mort. Son véritable nom reste inconnu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Son parachute n'a jamais été identifié avec certitude. Et sur les 200 000 dollars qu'il emporte cette nuit-là, seule une petite partie refera mystérieusement surface plusieurs années plus tard. Pendant près de 45 ans, le FBI va tenter de mettre un nom sur son visage. Des centaines de suspects seront examinés, des milliers de pistes apparaîtront. Certaines seront crédibles, d'autres complètement absurdes. Des hommes avoueront, des familles accuseront un père, un frère ou un mari, des scientifiques analyseront une simple cravate laissée dans l'avion. Des enquêteurs retourneront dans les forêts. On cherchera un parachute, un corps, des billets, une preuve. Mais aujourd'hui encore, la question reste entière. Qui était D.B. Cooper? Et surtout, a-t-il réellement réussi à disparaître avec l'argent? Pour répondre à cette question, nous devons revenir à Portland dans l'après-midi du 24 novembre 1971. C'est la veille de Thanksgiving. Dans les aéroports américains, les voyageurs se préparent à rejoindre leur famille. À cette époque, prendre l'avion ne ressemble pas encore à ce que nous connaissons aujourd'hui. L'homme qui arrive au comptoir de Northwest Orient Airlines peut acheter son billet en espèces et monter à bord sous un nom qui ne sera vérifié que bien plus tard. Il choisit un vol très court, le vol 305, Portland-Seattle, quelques centaines de kilomètres. Rien qui puisse annoncer ce qui va suivre. L'homme se présente comme Dan Cooper, et c'est ici que commence déjà l'une des bizarreries les plus célèbres de toute cette histoire. Parce que l'homme que le monde entier appellera bientôt D.B. Cooper ne s'est jamais présenté sous ce nom. Le FBI expliquera plus tard que les initiales DB proviennent d'une confusion dans la presse. Le mauvais nom est publié, puis repris, puis répété, et finalement il devient immortel. Le véritable auteur du détournement disparaît, mais le personnage appelé DB Cooper, lui, vient de naître. Cooper monte dans l'avion. Il est décrit comme un homme calme, pas comme quelqu'un qui semble nerveux ou agité. Il commande même un bourbon avec du soda avant le décollage. Autour de lui, personne ne sait que ce vol ordinaire vient de commencer une histoire qui passionnera les enquêteurs pendant plusieurs générations. Peu après 15 heures, Cooper tend un morceau de papier à une hôtesse de l'air. Elle pense d'abord qu'il s'agit peut-être d'un numéro de téléphone ou d'un message personnel. Elle ne réagit pas immédiatement. Cooper attire alors son attention. Le message est important. L'hôtesse le lit, l'homme affirme avoir une bombe. Il lui demande de venir s'asseoir près de lui. Puis il entr'ouvre une mallette. À l'intérieur, elle aperçoit des fils et plusieurs objets ressemblant à des bâtons rouges. Le FBI ne pourra jamais établir avec certitude si l'engin était réellement capable d'exploser. Mais à bord du vol 305, cette distinction ne change rien. L'équipage doit considérer la menace comme réelle. Cooper énonce ses exigences. Il veut 200 000 dollars en billets de 20 dollars. Et il veut 4 parachutes. Pas un, 4. Cette demande va beaucoup intriguer les enquêteurs. Pourquoi 4 parachutes? Une explication possible est particulièrement intelligente. En demandant plusieurs parachutes, Cooper peut laisser penser qu'il envisage d'obliger un membre de l'équipage ou un otage à sauter avec lui. Si les autorités pensent qu'un innocent risque d'utiliser l'un des équipements, elles ont beaucoup moins intérêt à lui remettre volontairement un parachute saboté. Nous ne savons pas avec certitude si c'était réellement son raisonnement, mais une chose est sûre, Cooper obtient ce qu'il demande. Pendant que le Boeing poursuit sa route, les autorités au sol commencent à préparer l'argent et les parachutes. Le FBI est informé, la compagnie aérienne décide de coopérer, et à Seattle, toute une opération se met en place discrètement. À bord, la plupart des passagers ne comprennent toujours pas réellement ce qui se déroule autour d'eux. C'est l'un des aspects les plus étranges de l'affaire. Cooper n'est pas décrit comme un homme hystérique. Il ne court pas dans l'allée, il ne hurle pas, il reste relativement calme. Il communique principalement avec l'équipage. Et lorsque l'avion arrive finalement à Seattle, son plan fonctionne. Les autorités remettent l'argent, les parachutes sont apportés.
En échange, Cooper libère les 36 passagers. Pour eux, l'histoire s'arrête presque ici. Ils descendent de l'avion. Mais pour plusieurs membres de l'équipage qui restent à bord, le moment le plus dangereux commence seulement. Cooper veut repartir. La destination annoncée est le Mexique, mais les conditions qu'il impose au vol montrent qu'il ne compte probablement pas rester dans l'appareil jusqu'au Mexique. Il veut pouvoir utiliser la sortie située à l'arrière. Le Boeing 727 possède une particularité extrêmement intéressante pour son plan, un escalier arrière pouvant permettre l'accès à l'extérieur. Cooper s'intéresse précisément à cette zone. Le vol redécolle de Seattle. Il fait nuit, la météo est mauvaise. Sous l'avion s'étendent des kilomètres de forêts, de rivières, de reliefs et de zones très peu éclairées. À l'extérieur, les conditions ne ressemblent absolument pas au saut propre et pas parfaitement préparé d'un parachutiste lors d'une démonstration. Cooper va devoir sauter dans l'obscurité, avec du vent, avec la pluie, avec une température basse, avec des vêtements de ville et avec un sac contenant 200 000 dollars. C'est ici que l'image de Cooper comme génie ayant parfaitement préparé chaque détail commence à se fissurer. Certains aspects de son opération semblent remarquablement réfléchis, d'autres paraissent presque suicidaires. L'homme connaît suffisamment l'avion pour comprendre qu'il peut utiliser l'arrière de l'appareil. Il sait ce qu'il veut, il parvient à conserver son calme. Il réussit à obtenir l'argent. Mais les enquêteurs vont ensuite découvrir plusieurs éléments qui posent problème si Cooper était véritablement un parachutiste expert. L'un des parachutes qui lui sont remis est un équipement d'entraînement dont le parachute de réserve est inutilisable. Cooper ne semble pas s'en apercevoir. Il coupe également des suspentes provenant d'un autre parachute pour attacher son argent, et il s'apprête surtout à effectuer un saut dans des conditions qu'un parachutiste expérimenté aurait probablement considérées comme extrêmement dangereuses. Dans l'avion, l'équipage reste à l'avant. Cooper est seul dans la partie arrière. Puis quelque chose se produit. Peu après 20 heures, les pilotes ressentent une modification du comportement de l'appareil, un mouvement, une réaction correspondant à une charge exercée sur l'escalier arrière. À un moment situé quelque part entre Seattle et Reno, l'homme disparaît. Il ne laisse aucun message final, aucune identité, aucune explication. Il saute simplement dans la nuit, avec la rançon. L'avion continue sa route jusqu'à Reno. Lorsque l'appareil se pose, les autorités l'inspectent. Cooper n'est plus là. Commence alors une question qui, plus de 50 ans plus tard, n'a toujours pas reçu de réponse définitive. Où est-il tombé? Il serait facile d'imaginer que les pilotes connaissaient exactement la position de l'avion au moment du saut. Ce n'est pas aussi simple. Personne n'a vu Cooper quitter l'appareil. Personne ne connaît la seconde exacte où il a sauté. Le vent agit sur l'avion, le vent agit ensuite sur le parachutiste. La trajectoire comporte une marge d'incertitude, et quelques kilomètres d'erreur dans cette région représentent une surface de recherche énorme. Le FBI baptise l'enquête NORJAC, pour Northwest Hijacking. Les enquêteurs cherchent à reconstruire chaque minute du détournement. Ils interrogent les membres de l'équipage, les passagers, les employés des aéroports. Ils examinent l'avion, ils recueillent les objets que Cooper aurait pu toucher. Ils recherchent des empreintes, ils établissent des portraits robots. Et surtout, ils essaient de comprendre quel type d'homme aurait été capable d'imaginer une opération pareille. Au 5e anniversaire du détournement, le FBI indique avoir déjà considéré plus de 800 suspects. Mais plus l'enquête avance, plus un problème devient évident. Cooper ne leur a laissé presque rien. Il a récupéré les messages qu'il avait remis à l'équipage. Il n'a laissé aucune pièce d'identité, aucune photographie, aucun complice identifié, aucun véhicule retrouvé près d'une zone d'atterrissage et aucun parachute appartenant avec certitude à son saut. Il reste néanmoins plusieurs objets. Parmi eux, une simple cravate noire, une cravate à pince. Cooper l'a retirée avant de disparaître. Des décennies plus tard, elle permettra notamment d'obtenir un échantillon biologique exploitable pour certaines analyses, même si cet élément n'a jamais suffi à identifier définitivement l'homme. Cette cravate va devenir l'un des objets les plus étudiés du dossier. Parce que lorsqu'un enquêteur possède très peu de choses, le moindre détail devient important. Qui achetait ce type de cravate? Dans quel environnement travaillait son propriétaire? Quelles particules microscopiques pouvaient s'y être déposées? Pouvait-on retrouver une profession, une usine, une région? Le dossier Cooper devient progressivement une immense expérience de patience. Les technologies évoluent. Des indices jugés presque inutiles en 1971 peuvent être réexaminés plusieurs décennies plus tard. Mais le mystère principal reste intact. Et puis il y a le saut. Pendant longtemps, l'image populaire de Cooper est celle d'un parachutiste extrêmement compétent, un homme ayant méticuleusement conçu une évasion impossible. Mais certains enquêteurs du FBI finiront par défendre une autre hypothèse. Cooper n'était peut-être pas un expert. Le raisonnement est simple. Un parachutiste expérimenté aurait compris à quel point le saut était dangereux.
Cette nuit-là, Cooper doit affronter l'obscurité, la pluie et le vent. Il porte des chaussures de ville, des vêtements qui ne sont pas adaptés à une survie prolongée dans une région sauvage. Il ne semble pas disposer d'une combinaison. Il ignore précisément où se trouve l'avion au moment où il se prépare à sauter. Et surtout, il n'a aucune visibilité du sol. Pour certains agents, l'hypothèse la plus simple devient alors particulièrement sombre. Cooper aurait sauté et serait mort, peut-être immédiatement, peut-être après avoir atterri blessé, peut-être noyé, peut-être perdu dans une région suffisamment difficile pour que son corps ne soit jamais retrouvé. Cette explication répondrait à une question importante. Pourquoi personne ne l'a jamais identifié après le détournement? Parce qu'il n'aurait jamais eu l'occasion de revenir à une vie normale. Mais cette théorie pose immédiatement une autre question. Où sont le corps, le parachute et l'argent? Des opérations de recherche sont organisées. Les zones supposées de chute sont parcourues, mais rien de décisif n'apparaît. Pas de corps, pas de sac contenant 200 000 dollars, pas de parachute permettant de conclure. Voilà l'endroit où Cooper a terminé sa chute. Pendant des années, cette absence d'éléments nourrit l'hypothèse inverse. Et s'il avait survécu? Imaginons la situation. Cooper touche le sol vivant. Il réussit à retirer son parachute. Il rejoint une route ou un endroit préparé à l'avance. Il se débarrasse de son équipement, puis il reprend une existence ordinaire. Un homme d'une quarantaine d'années pourrait ensuite vivre plusieurs décennies, changer d'état, changer d'apparence, ne parler à personne et conserver le secret jusqu'à sa mort. C'est séduisant, mais là encore, un détail gigantesque manque, l'argent. Chaque billet de la rançon possède un numéro de série. Les autorités connaissent ces numéros. Les banques et certains acteurs économiques peuvent être alertés. Si Cooper dépense massivement la rançon, il prend le risque qu'un billet soit repéré. S'il ne la dépense pas, alors pourquoi commettre le détournement? Pendant près de 9 ans, aucun des billets connus de la rançon ne refait surface de manière convaincante. Puis, en 1980, l'affaire connaît l'un de ses rebondissements les plus incroyables. Un garçon de 8 ans, Brian Ingram, se trouve avec sa famille au bord du fleuve Columbia. Sur un banc de sable, il découvre des billets extrêmement détériorés. Ils sont regroupés en paquets. La somme retrouvée est de 5 800 dollars. Les numéros de série sont vérifiés. Ils correspondent à l'argent remis à D.B. Cooper. Pour la première fois depuis le saut, une partie incontestable de la rançon réapparaît, et elle se trouve au bord d'un fleuve. Cette découverte est capitale, mais au lieu de résoudre l'affaire, elle la rend encore plus mystérieuse. Comment l'argent est-il arrivé là? A-t-il été perdu pendant le saut, transporté par l'eau, déplacé lors d'une crue, enterré volontairement? Cooper lui-même l'a-t-il placé là? Quelqu'un d'autre l'a-t-il fait? Et surtout, pourquoi seulement une petite partie de la rançon? Si Cooper est mort dans une rivière avec son argent, pourquoi ne retrouve-t-on pas davantage de billets? Si Cooper a survécu, pourquoi abandonner précisément ces paquets? La géographie du fleuve et de la zone estimée du saut va alimenter des décennies de discussions. Des scientifiques s'intéressent aux sédiments, à l'eau, à la manière dont les billets auraient pu voyager. Des chercheurs amateurs reprennent les cartes. Des simulations sont réalisées. Mais encore aujourd'hui, ces 5 800 dollars sont à la fois l'un des indices les plus importants du dossier et l'un des plus difficiles à interpréter. Pendant ce temps, les suspects se multiplient. C'est presque inévitable. Le portrait robot de Cooper circule dans tout le pays. Des milliers de personnes connaissent désormais son histoire. Et partout, des gens commencent à regarder un père, un collègue, un ancien militaire ou un voisin en se demandant «Et si c'était lui?» Certains suspects apparaissent parce qu'ils ressemblent au portrait, d'autres parce qu'ils connaissent les parachutes, d'autres parce qu'ils travaillent dans l'aéronautique, d'autres encore parce qu'ils possèdent soudainement de l'argent et quelques-uns parce qu'ils avouent eux-mêmes être Cooper. Mais un mystère célèbre produit un phénomène dangereux. Plus une affaire devient connue, plus il devient facile de construire une histoire qui ressemble aux faits déjà rendus publics. Un témoignage spectaculaire n'est donc pas automatiquement une preuve. Prenons l'un des suspects les plus connus, Richard Floyd McCoy Jr. Son histoire est troublante. Moins de 5 mois après le détournement de Cooper, en avril 1972, McCoy détourne lui aussi un avion de ligne. Il possède une arme et une grenade. Il réclame de l'argent. Puis il saute de l'avion en parachute. La ressemblance entre les deux crimes paraît énorme. McCoy est vétéran du Vietnam, pilote d'hélicoptère, parachutiste expérimenté. Et contrairement à Cooper, il est rapidement identifié. Le FBI rassemble des preuves. Il est arrêté. Près de 500 000 dollars sont retrouvés chez lui. Il est condamné. Pour beaucoup, une question devient presque inévitable. Est-ce que McCoy avait simplement recommencé? L'hypothèse va survivre pendant des décennies.
mais le FBI finit par l'écarter dans l'affaire Cooper. Les membres d'équipage qui avaient observé Cooper ne reconnaissent pas McCoy comme l'homme du vol 305. Son apparence ne correspond pas suffisamment aux descriptions concordantes, et d'autres éléments conduisent les enquêteurs à considérer qu'il ne s'agit pas du même homme. Pourtant, l'histoire ne s'arrête même pas là. En 2024, les enfants de McCoy font publiquement une nouvelle affirmation. Ils pensent que leur père était D.B. Cooper. Un parachute retrouvé parmi des affaires familiales est présenté par des enquêteurs privés comme un possible nouvel indice. La presse relance immédiatement l'hypothèse. Mais il faut être extrêmement précis. À ce jour, cette affirmation familiale et l'interprétation de ce parachute n'ont pas produit de confirmation publique du FBI identifiant McCoy comme D.B. Cooper. Et la position officielle publiée par le FBI continue de rappeler que McCoy avait été écarté. Autrement dit, c'est une piste, pas une résolution. Et c'est exactement comme cela qu'il faut traiter chaque suspect. Il existe aussi Dwan Weber. Son épouse dira qu'avant sa mort, Weber aurait affirmé être Dan Cooper. L'histoire attire évidemment l'attention du FBI. Mais les analyses ADN réalisées à partir des éléments disponibles ne permettent pas de le retenir comme Cooper. Autre nom régulièrement cité, Kenneth Christiansen. Il travaille pour Northwest Orient Airlines. Il connaît donc le milieu aéronautique. Il possède une expérience du parachutisme. Certains détails de sa vie intriguent des chercheurs, mais là encore, le FBI relève notamment des problèmes avec sa correspondance physique au portrait de Cooper. Chaque suspect semble posséder une pièce du puzzle, puis une autre pièce refuse de rentrer, et après des décennies d'enquête, quelque chose de presque vertigineux apparaît. Nous savons énormément de choses sur ce que Cooper a fait, mais presque rien sur Cooper lui-même. Nous savons comment il était habillé. Nous possédons plusieurs descriptions de son visage. Nous savons ce qu'il a bu. Nous savons où il s'est assis. Nous savons combien d'argent il a demandé. Nous savons combien de parachutes il voulait. Nous savons quel vol il a pris. Nous connaissons son billet. Nous possédons sa cravate. Nous connaissons une partie des numéros de série de sa rançon retrouvée. Nous connaissons approximativement la région dans laquelle il a disparu. Et pourtant, nous ne connaissons même pas son vrai nom. Il existe une autre théorie étonnante autour du pseudonyme Dan Cooper. Des années après le détournement, des enquêteurs remarquent qu'il existe un personnage de bande dessinée portant exactement ce nom, Dan Cooper, un pilote canadien créé par le dessinateur belge Albert Weinberg. La série a notamment circulé dans les pays francophones. L'un des agents ayant repris l'affaire envisage alors la possibilité que le détournement ait choisi son pseudonyme en référence à cette bande dessinée. Si c'était vrai, cela pourrait suggérer qu'il avait été exposé à cette culture francophone, peut-être au Canada ou en Europe. Mais là encore, attention, c'est une hypothèse, pas une preuve. Il est parfaitement possible que le nom Dan Cooper ait été choisi pour une raison complètement différente, et c'est précisément ce qui rend cette affaire si difficile. Chaque nouvel indice ouvre plusieurs chemins, très peu enfermant définitivement. L'enquête continue pendant des décennies. Les méthodes scientifiques progressent, les dossiers sont numérisés, des chercheurs indépendants réexaminent les cartes, des laboratoires étudient les traces microscopiques. Le FBI reçoit toujours des informations venant du public, mais aucun élément n'atteint le niveau de preuve nécessaire pour dire cet homme était Cooper. En juillet 2016, après 45 années d'enquête, le FBI prend une décision importante. Les ressources consacrées activement à l'affaire Norjack sont réaffectées vers d'autres priorités. Cela ne signifie pas que le mystère est résolu. Exactement l'inverse. Le FBI reconnaît qu'aucun des nombreux signalements et aucune des techniques utilisées n'ont permis d'identifier définitivement l'auteur. Les éléments de preuve sont conservés, et l'agence précise qu'un nouvel élément physique directement lié notamment au parachute ou à l'argent pourrait toujours être pertinent. Mais l'immense chasse à l'homme active touche à sa fin. 45 ans, des centaines de suspects, des recherches dans plusieurs États, des analyses scientifiques, des milliers de pages de dossiers et aucun nom. Alors essayons maintenant de répondre à nos trois questions. Première question, qui était-il? Nous ne le savons pas. Nous pouvons seulement dresser un profil approximatif à partir des témoins et de son comportement. Un homme d'environ 40 ans, calme, capable de préparer un détournement, possédant certaines connaissances du fonctionnement d'un avion de ligne, probablement familier avec au moins certains aspects de l'aéronautique ou du parachutisme, mais peut-être beaucoup moins expert en parachutisme que la légende ne l'a longtemps supposé. Son choix du nom Dan Cooper peut avoir une signification, ou aucune. Les particules retrouvées sur sa cravate peuvent pointer vers certains environnements industriels ou simplement provenir d'un lieu qu'il fréquentait occasionnellement. Rien ne suffit à former une identité.
Deuxième question, a-t-il survécu? Là encore, aucune réponse définitive. Les conditions du saut étaient terribles. La nuit, le mauvais temps, la tenue inadéquate, une zone sauvage, une position au sol mal connue. Tout cela augmente considérablement la possibilité qu'il soit mort pendant ou après sa descente. Mais aucune dépouille n'a été retrouvée, aucun parachute n'a été formellement relié à son atterrissage, et l'absence de preuve de survie n'est pas une preuve de décès. Cooper peut avoir réussi un saut extrêmement dangereux. L'histoire de l'aviation et du parachutisme comporte suffisamment de survivants improbables pour que cette possibilité ne puisse pas être éliminée uniquement parce qu'elle semble risquée. Troisième question, qu'est devenu l'argent? Nous avons une certitude. 5 800 $ de la rançon ont été retrouvés en 1980 sur les rives du Columbia. Le reste demeure inconnu. Aucun déferlement massif de billets identifiés n'a révélé une vie luxueuse après le détournement. Peut-être Cooper n'a-t-il jamais pu profiter de son argent. Peut-être l'a-t-il perdu, peut-être l'a-t-il caché, peut-être l'a-t-il dépensé suffisamment discrètement pour qu'on ne l'identifie pas. Ou peut-être repose-t-il encore quelque part avec une grande Ouais. partie de la rançon. Toutes ces possibilités restent ouvertes parce qu'il nous manque toujours l'élément essentiel, une preuve reliant un homme réel au passager assis dans le vol 305. Et c'est peut-être ce qui distingue D.B. Cooper de nombreuses autres légendes. La base de l'histoire n'est pas contestée. Nous ne discutons pas de l'existence du détournement. Il a eu lieu. Nous possédons le dossier. L'avion existait. Les témoins existaient. L'argent existait. Le FBI a enquêté. Une partie de la rançon a réellement été retrouvée. Le mystère commence uniquement après ces faits. Un homme est monté dans cet avion sous un faux nom. Il a obtenu 200 000 $. Il est sorti de l'appareil en plein vol. Et ensuite, nous perdons sa trace. C'est peut-être pour cela que l'histoire résiste aussi bien au temps. Chaque génération pense disposer de la technologie ou de l'indice qui manquait à la précédente. ADN, microscopie, analyse des matériaux, cartographie numérique, archives déclassifiées, nouveaux témoins, nouvelles recherches. Mais plus de 50 ans après cette soirée de novembre, le portrait robot nous regarde encore sans nom. Et il existe quelque chose d'étrangement approprié dans le fait que l'homme connu sous le nom de D.B. Cooper ne se soit même jamais appelé D.B. Cooper. Nous avons donné un faux nom à un homme utilisant déjà un faux nom. Puis ce faux nom est devenu une légende. Peut-être est-il mort quelques minutes après avoir quitté l'avion. Et dans ce cas, toute l'image du criminel ayant réussi le braquage parfait serait une illusion. Peut-être a-t-il survécu. Peut-être est-il rentré chez lui quelques jours plus tard. Peut-être a-t-il regardé les informations racontant sa propre disparition. Peut-être a-t-il entendu pour la première fois le nom D.B. Cooper à la télévision et compris que le monde venait de créer à sa place une identité qui n'avait jamais existé. Peut-être quelqu'un l'a reconnu, une femme, un ami, un ancien collègue, et cette personne a gardé le silence. Ou peut-être que personne ne pouvait le reconnaître parce que l'homme qui avait sauté de cet avion n'est jamais ressorti des forêts. Nous pouvons proposer toutes ces histoires, mais il faut terminer là où les preuves nous obligent à terminer. Nous ne savons pas. Et parfois, dans un véritable mystère, cette réponse est beaucoup plus forte qu'une fausse certitude. Le dossier D.B. Cooper reste aujourd'hui l'une des histoires non résolues les plus extraordinaires de l'histoire criminelle américaine. Pas parce que l'homme était forcément un génie, pas parce que son plan était parfait, mais parce qu'après quelques heures à bord d'un avion, il est parvenu à laisser derrière lui un mystère qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Un billet d'avion, une cravate, des portraits robots, des parachutes abandonnés, quelques milliers de dollars retrouvés sur une rive, des centaines de suspects et une dernière image. Un homme seul, à l'arrière d'un Boeing, devant lui une nuit noire. Sous ses pieds des kilomètres de forêt, à côté de lui 200 000 $. Puis il disparaît. Nous arrivons au terme de cette nouvelle histoire sur Destin extraordinaire. Si cette enquête vous a plu, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Selon vous, D.B. Cooper a-t-il survécu à son saut? Était-il l'un des suspects déjà examinés par le FBI? Ou son véritable nom se trouve-t-il encore quelque part dans une vieille archive que personne n'a réussi à relier à l'affaire? Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt sur Destin extraordinaire pour un autre mystère. Et le prochain nous emmènera très loin des États-Unis, dans les montagnes glacées de l'Oural, où 9 randonneurs vont quitter leur tente en pleine nuit et ne jamais revenir. Le col Dyatlov.